Re-bienvenue, chers participants, à cette toute première édition du Sommet pour le rapprochement des francophonies canadiennes. Nous en sommes à notre deuxième panel de cette première journée et celui-ci s'intitule « Vers une nouvelle solidarité francophone, inspiration pour l'avenir ». Nous avons 4 spécialistes issus de divers domaines qui témoigneront de leur vie en français au Canada et partageront leur vision des défis et des opportunités concrètes pour créer un rapprochement entre le Québec et les francophonies canadiennes. Et sans plus tarder, j'aimerais déjà inviter nos panélistes à se joindre à nous. Elle est la directrice générale de la Fédération culturelle canadienne-française. Cette organisation nationale est l'unique voix politique des arts et de la culture de la francophonie canadienne et acadienne. La FCCF, c'est aussi un réseau pan-canadien d'organismes dynamiques qui développent des partenariats stratégiques et s'intéressent aux pratiques innovantes pour agir et rayonner sur le terrain. Je suis très heureux d'accueillir sur ce plateau virtuel Madame Marie-Christine Morin. Bonjour, ça fait plaisir. Comédien, animateur et membre fondateur du groupe d'humour et d'improvisation Improtéine, fervent défenseur du fait français en Ontario et au Canada, fier franco-ontarien d'Ottawa qui mène une carrière télévisuelle depuis plus de 20 ans, j'ai le plaisir d'inviter M. Vincent Poirier à se joindre à nous. Bonjour. Salut Yao, comment ça va? Très très bien. Excellent, tu as utilisé le mot spécialiste tantôt, ça m'a beaucoup touché. Et je vais le réutiliser d'ailleurs, parce que notre prochaine invitée est une spécialiste en entrepreneuriat féminin, entrepreneur d'expérience. Elle est aussi chroniqueuse radio à tout un matin sur Ici Première et aussi animatrice TV à Le Fil sur Novo. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous cet après-midi la présidente et porte-parole de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, Madame Déborah Cherenfant. Bonjour. Merci Yao, très content d'être avec vous. Bonjour tout le monde. Et notre dernier invité, professeur adjoint à la faculté d'éducation et directeur du bureau des affaires francophones et francophiles de l'université Simon Fraser à Vancouver. Il a une vaste expérience universitaire et communautaire dans le domaine des politiques publiques au Canada et une connaissance approfondie de la loi sur les langues officielles. Et d'ailleurs, je suis certain qu'avec son expérience d'un océan à l'autre, car il a aussi été déjà conseiller principal au cabinet du recteur de l'université de Moncton au Nouveau-Brunswick, il saura nous amener une perspective des plus intéressantes. Il s'agit de M. Gino Leblanc. Bonjour. Salut Yao. Salut à tous les participants. Chers panélistes, allons-y. Une toute première question pour entamer la conversation et connaître vos perspectives. Si vous deviez définir la francophonie canadienne d'aujourd'hui en 3 mots, quels seraient-ils, à commencer par vous, Madame Marie-Christine? Bien, je vais casser la glace. Moi, les 3 mots que j'ai choisis, c'est une francophonie plurielle. Donc, une francophonie en santé là, qui s'ouvre vers la diversité, je dirais, des expressions culturelles. Mon deuxième mot, c'est rassembleuse. Moi, j'ai la profonde conviction que c'est une francophonie qui a profondément envie d'être ensemble et de créer des occasions pour être ensemble. Et le troisième mot qui m'est venu, c'est inquiète. Une francophonie inquiète, une francophonie qui est en attente de plusieurs changements, je dirais, de paradigme, sur le plan de la protection de la langue, sur le plan de la promotion de la langue française aussi. Une francophonie qui a la crainte de perdre certaines institutions et inquiète de perdre un peu son côté unique dans un monde où on carbure aux pratico-pratiques et puis aux trucs qui sont instantanés. Donc, c'est les 3 mots qui me sont venus en tête. Magnifique. Et vous, Vincent? Mon premier mot rejoint un peu le dernier de Marie-Christine. Mon premier mot, ça va être fragile. On l'a vu au cours des dernières années. Hein. On peut perdre nos services, nos acquis en un claquement de doigts comme ça. Mon deuxième mot va être passionné parce que heureusement, on a des gens impliqués, trop motivés de la vie, des trop grands amants de la langue française qui créent toutes sortes d'opportunités pour que les choses avancent et évoluent. Et mon dernier mot va être paradoxal parce que tout en ayant ces gens-là extrêmement motivés, on en a d'autres qui le sont malheureusement moins. Ou même parmi nos gens qui se battent fièrement pour la langue, ou vont décider, moi je vais envoyer mes enfants à l'école française, et bien des fois ils vont uniquement vivre en anglais à la maison. Donc on vit souvent avec ces paradoxes-là de gens qui travaillent vraiment des deux côtés. Très intéressant. Et vous, Déborah? Alors moi, mon premier mot rejoint en fait les quelques
penser aux éléments partagés par mes deux copanélistes, c'est persévérance, parce que cette fragilité, cette inquiétude, je pense, témoigne aussi de la persévérance que cette francophonie canadienne laisse transparaître au fil des ans. Donc, moi, je valorise cet aspect-là. Mon deuxième mot, c'est l'aspect diversité, donc qui rejoint l'aspect pluriel de Marie-Christine, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, ça représente quand même une diversité. Puis on est tous, en tout cas, moi, je le suis et je pense que mes copanélistes également le sont, que la diversité est une richesse qu'il faut protéger, mais surtout valoriser. Et mon dernier mot serait unique. Donc, cette unicité dans un océan, un univers qui ne partage peut-être pas cette dualité ou cette diversité. Donc, qui, je pense, une unicité qui fait notre force. Donc, moi, ce serait vraiment les trois mots que j'aurais pour définir cette francophonie canadienne aujourd'hui. Merci beaucoup. Et vous, Gino? Yao, quand je pense à la francophonie en 2021, les trois mots, les trois concepts qui me viennent à l'esprit sont un, pour que ce sommet ici, la prochaine semaine qu'on va passer ensemble, ait un succès, il faut qu'on imagine qu'on a un destin qui est commun. On a un destin qui est partagé, qu'on soit en Acadie, au Québec, à Vancouver, comme je le suis cet après-midi. Si on ne pense pas que notre destin est relié, je pense que ça va être difficile de travailler ensemble. Deux, on a un projet commun, c'est assez incroyable, c'est de vivre en français en Amérique. Et je sais que ça représente beaucoup de choses, on va en parler cet après-midi, mais déjà, c'est toute une utopie, c'est une folie de vouloir vivre en français en Amérique. Mais ça, on le partage dès le départ. Dans la case 1, Québec, Acadie, francophone de l'Ouest, franco-ontarien, on veut vivre en français. On veut des institutions, on veut garder notre langue. Le troisième mot, troisième concept, et ça rejoint en fait le point de Déborah, puis je le vois à Vancouver, je mettrai des lentilles de l'Ouest canadien là-dessus, c'est la diversité, c'est-à-dire que la francophonie, elle est traversée par des grandes forces. On veut tous donner la langue à nos enfants, mais on est dans une société très individualiste, une société moderne. La mondialisation travaille la francophonie, la diversité travaille la francophonie. Et je n'ajoute une dernière qui n'a pas encore été mentionnée, c'est l'affirmation des Premières Nations au Canada, qui sont un groupe qui est en émergence, et eux aussi ont des défis par rapport à leur langue et leur culture. Et je sais que le sommet est sur le rapprochement Québec et la francophonie au pluriel, mais je pense qu'on ne passera pas à côté de ça aujourd'hui au Canada. Voilà, les trois concepts. Merci beaucoup pour cette introduction, messieurs, dames. Je pense que vous êtes représentatifs exactement de ce panel-là avec vos visions vers le futur et très inspirant. Pour nos participants, similairement au panel précédent, nous allons soumettre des questions. Nous vous invitons à soumettre vos questions et commentaires par l'entremise de Mentimeter. Nous allons commencer par poser quelques questions ciblées pour nos panélistes et par la suite, ma collègue Diane, à la co-animation, s'assurera de relayer vos questions aux panélistes. Chers panélistes, première question. Comment pouvons-nous élargir l'espace francophone? Plus précisément, aussi dans vos sphères respectives, avez-vous des exemples de facteurs de réussite ou d'histoires à succès qui témoignent non seulement des possibilités, mais aussi de cette volonté d'élargissement de l'espace francophone? Et vous êtes libre de commencer. Donc, la notion, quand je lisais cette question-là, la notion d'élargir l'espace est intéressante, mais je vais devoir reculer d'un pas et c'est de parler de mieux se connaître. Mieux connaître ce qui se fait. Donc, je suis d'accord, il faut élargir les frontières identitaires, le territoire, c'est toujours travailler. Mais honnêtement, on se connaît tellement mal entre le Québec, l'Acadie, francophonie de l'Ontario et l'Ouest. Je pense qu'il y a des solidarités qui sont là, il y a une affection, il y a même des rapports politiques forts. Quand Doug Ford a effectué ses coupures, on a vu que le Québec s'est soulevé, est devenu solidaire avec nous. Donc, je pense que oui, réfléchissons à comment élargir, mais vraiment, c'est mieux se connaître. Il y a des institutions qui font mal leur travail. Je pense à Radio-Canada, à l'ONF. Je pense qu'il y a des espaces qu'on doit être mieux représentés, mieux présents. Et là, on bâtit ces liens-là entre l'espace public québécois et notre vie au quotidien en français dans le reste du Canada. Donc, c'est le premier commentaire que je ferais, c'est déjà mieux se connaître, mieux connaître qu'est-ce qui se fait. Ben moi, je ferai du pouce sur Gino qui a parlé de Radio-Canada. C'est dans mon domaine. Je suis dans les médias, la télé, les communications. J'ai la chance de travailler beaucoup sur différents projets de Radio-Canada et je vois quand même, depuis quelques années,
un désir, un changement chez Radio-Canada d'inclure beaucoup plus les Canadiens un peu partout au pays dans leurs émissions. On l'a vu à Bonsoir, Bonsoir, on l'a vu à La soirée est encore jeune, ou des émissions très populaires à heure de grande écoute ont fait la place à des gens de partout au pays. Et ça, je les remercie. C'est un mandat clair qu'ils ont reçu. Bon, peut-être qu'on coche une case, mais bon, ça fait du bien quand même de se voir et de s'entendre à la télé. Mais en même temps, il faut que ça devienne naturel. Il faut que ça arrête de devenir... Et maintenant, on va parler du Canada. Hein? On veut faire partie de l'équipe et être une grande équipe ensemble sans sentir qu'on est en train de cocher ou remplir un mandat. J'ai participé à des super belles émissions comme 100% local à Radio-Canada qui avaient comme mandat vraiment de faire rayonner le Canada. Mais l'émission était malheureusement un peu cachée le dimanche après-midi quand les gens n'écoutent pas beaucoup la télévision. Donc, je crois qu'il y a une belle évolution, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Je peux peut-être poursuivre là-dessus, Yao, en disant que peut-être un exemple de succès récent, le milieu artistique, culturel au Québec et partout au pays s'est rassemblé dans les dernières semaines. Puis l'idée derrière ce projet-là, on a appelé ça la table de l'avenir des arts. Mais l'idée, c'était de créer une espèce d'espace de dialogue là, qui n'était pas dans l'urgence, qui n'était pas à propos de la pandémie nécessairement. On voulait se trouver une espèce de petit lieu secret où on n'était pas pour se parler des plexiglas, puis des masques, puis des trucs comme ça. T'sais. Alors, puis l'idée, c'était de vraiment rassembler le milieu artistique, culturel, puis trouver des chantiers sur lesquels on pourrait imaginer les arts dans une projection d'un post-pandémie, si on veut. Et puis, il y a plusieurs chantiers. Il y a 6 chantiers de travail qui ont été identifiés. Tu sais, le filet social, le statut de l'artiste, le développement culturel durable, le numérique, l'espace, les arts à l'école, aussi les relations qu'on a à bâtir avec nos collègues autochtones. Donc, je dirais que ce que cette table-là a permis de faire, c'est vraiment d'identifier des endroits où on pourrait agir ensemble. Puis moi, je pense que élargir l'espace francophone, ça passe par l'action. Pendant plusieurs années, ou en tout cas, on a peut-être même encore le réflexe de faire ce que moi j'appelle là, des festivals de l'enjeu. C'est-à-dire que, tu sais, on se réunit, on discute, puis c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'on cerne les problèmes ou les défis auxquels on fait face, c'est nécessaire, mais à un moment donné, il faut se mobiliser, je pense, puis agir sur ces enjeux-là. Puis en tout cas, c'est l'espoir de cette table-là, c'est de permettre à des initiatives très, très précises de prendre leur envol puis de prendre leur envol avec d'autres acteurs. Parce que je pense que pour élargir l'espace, il faut élargir les acteurs avec lesquels on a tendance à travailler. Et puis, il faut, je dirais, agir sur la flexibilité, agir sur l'agilité. Quand on veut élargir, il faut être un peu plus flexible et mobile. Sinon, ça déchire puis ça grince. Très, très vrai. Je vais boucler la boucle, si vous le permettez, Yao. Effectivement, ça me fait sourire le dernier commentaire de Marie-Christine parce que oui, des fois, ça déchire et ça prend de la flexibilité. Dans le même ordre d'idée, je partageais une histoire à succès, si on peut dire, qui malheureusement ne se tient plus un petit peu avant la pandémie. C'est une notion de tournée commerciale, j'ai envie de dire, à travers différentes régions du Québec, démarrée par des anciens collègues entre autres groupements des jeunes chambres de commerce du Québec, qui allaient justement, avec des jeunes entrepreneurs, aller à la rencontre d'autres jeunes entrepreneurs francophones à travers différentes villes. Mais pour toutes sortes de raisons, ça s'est arrêté, mais ça avait duré quand même 3-4 ans et cette tournée, ça a servi vraiment le rôle qu'elle s'était donné pour créer des liens, mais surtout développer un petit peu plus un aspect de compétition. Donc, au lieu d'aller dans vraiment des entreprises sur le même territoire qui ont des idées similaires ou des projets similaires, mais puissent vraiment collaborer et non se faire compétition. Je mentionne cet exemple parce que je pense que c'est également comme ça qu'on peut élargir l'espace francophone. Mais le commentaire de Dino me revient parce que je pense qu'effectivement, avant d'élargir cet espace, parce que un des éléments de réponse auxquels j'avais pensé, c'est le fait de vouloir sensibiliser un petit peu plus à l'histoire pour qu'on s'éduque collectivement
non seulement de manière géographique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de coins encore méconnus et même beaucoup de liens méconnus qu'on puisse avoir avec différentes régions à travers le pays. Donc, cette sensibilisation, cette valorisation un peu de l'intérêt commun ou même du projet commun que Gino mentionnait en début, moi, m'interpelle beaucoup et je pense que c'est comme ça qu'on peut, avant d'élargir l'espace francophone, de solidifier celui qu'on a présentement avant de pouvoir aller au-delà de frontières physiques, géographiques ou autres. Très, très intéressant. J'aime beaucoup vous entendre parce que ce que j'entends, c'est que peu importe le secteur, on se retrouve face à des initiatives souvent qui sont sur le moment. Ma question pour vous, ce serait maintenant de dire, mais comment est-ce qu'on transforme ces initiatives? Comment vous le voyez en fait? Comment est-ce qu'on peut faire pour que les projets, peu importe le secteur entre le Québec et la francophonie, deviennent des réels projets de collaboration et soient durables et aient un impact tangible, que ce ne soit pas juste une initiative qu'on fait sur le moment pour cocher une case, que ce ne soit pas juste une initiative qu'on fasse et qui se retrouve un dimanche après-midi en soirée où on n'a pas vraiment l'impact tangible à long terme qu'on recherche. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des exemples aussi de vrais projets de collaboration qui ont eu un impact tangible et qui sont restés dans le temps? Yao, est-ce que je peux prendre le mot projet et aller un peu plus loin? Marie-Christine a dit que c'est un festival, des colloques sur les enjeux. Je suis d'accord. C'est un festival de projets. Je vais être très candide et franc sur ce panel avec vous ce matin. Notre problème, c'est qu'on ne réussit pas à institutionnaliser nos relations. Donc, c'est des projets, c'est bon des projets. Mais si on prend l'éducation, exemple, l'éducation au milieu minoritaire, espace qui est en explosion. Il y a la SELF qu'on connaît dans nos institutions de la francophonie qui a un lien avec le Québec, mais outre que ça, on parle d'éducation entre nous. Le Québec parle d'éducation. Je comprends, c'est une juridiction provinciale. Serge Dupuis, ce matin, nous a dit, c'est dommage que c'est toutes des juridictions provinciales, mais c'est ça la vérité de la chose. Et donc, comment est-ce qu'on institutionnalise pour arrêter de faire des festivals de projets, festivals de colloques d'enjeux? Et moi, j'espère, mon pitch, je vais m'arrêter là-dessus pour cette question-là, c'est que suite à ce sommet ici, qui est carrément des lieux communs, des lieux politiques, pas au sens de politique partisane, mais des lieux de discussion des communautés permanentes et qu'on institutionnalise les rapports Québec-francophonie. Donc, oui, on pourrait faire... D'ailleurs, ça m'a frappé quand je lis le guide qui accompagne le sommet, un super guide d'une 50aine de pages. On a une liste de projets vraiment impressionnants qui sont importants. Je suis très content qu'ils se réalisent, mais je vois très peu de lieux permanents institutionnels. Voilà. Moi, j'ai peut-être un exemple concret, vraiment, où je trouve qu'on met des choses en place pour que ça dure à long terme. Un projet en Ontario qui s'appelle le concours LOL dans les écoles, un concours d'humour où on amène les jeunes des écoles secondaires à créer un numéro de stand-up humoristique. Et il y a une compétition et il y a des gagnants et c'est en Ontario français. Mais ce projet-là est piloté par l'École nationale de l'humour à Montréal. Et ça fait 5 ans à peu près que ça existe. Ça fonctionne extrêmement bien. Ça crée vraiment un milieu de l'humour en français. On le sent à Ottawa. Il y a maintenant des soirées d'humour un peu partout. Les comédiens gatinois, franco-ontariens ont créé une belle communauté. Ça se promène beaucoup. Et même au niveau de rendre ce projet-là, plus qu'un projet, mais quelque chose de durable, il y a ce désir-là de créer, même de transmettre les connaissances en Ontario. Donc, ce n'est pas seulement les gens de l'École nationale qui forment des jeunes en Ontario. On forme des formateurs ontariens qui, eux, vont avoir la sagesse, la matière pour la transmettre, pour en faire justement quelque chose de durable et qui dépasse le simple projet, peut-être lié à une subvention momentanée. Et là, Yao, il est parti et il est revenu. Je vais peut-être prendre la balle au bon que Vincent lance avec la notion de subvention, même si je n'ai pas d'exemple de projet concret en tête pour l'instant. Mais ce que je voulais dire pour répondre à la question, qu'est-ce qui ferait en sorte que les projets de collaboration aient un impact durable et véritablement perdure dans le temps, c'est on ne peut pas passer à côté de la question de financement. Véritablement financement d'initiatives, que ce soit un financement qui vient des gouvernements ou autres. Je pense que dans plusieurs de ces cas-là, il y a le financement qui manque, mais il y a aussi un financement qui manque parce qu'on n'est pas encore collectivement convaincu
de cet intérêt, de cette valorisation et de ce projet commun que Gino a introduit un petit peu plus tôt. Et j'ai l'impression aussi que cette maturité collective pour atteindre cette prise de conscience, on ne l'a pas encore. Et c'est pourquoi, justement, les initiatives n'ont pas le soutien, le financement et l'encadrement dont ils ou elles ont besoin pour fonctionner. Donc, je pense que ça aussi, ça représente également un élément, une barrière, un frein à non seulement des initiatives pour qu'elles soient créées, mais surtout pour qu'elles durent à travers les années. Oui, puis peut-être, j'ajouterais peut-être un élément, puis ça interpelle le financement, en fait. Je pense quand on parle de développement durable ou de développement culturel durable, on fait appel à l'intersectorialité. Puis moi, je pense qu'il faut absolument s'en aller là, c'est-à-dire que ce n'est plus exclusivement la responsabilité de quelques bailleurs de fonds là, qui sont très, très ciblés. Je pense entre autres à Patrimoine canadien, le Secrétariat des Relations canadiennes. Alors, il faut aller dans des enveloppes, il faut multiplier les enveloppes, multiplier les acteurs qui sont interpellés par le projet culturel dont on parle, parce que c'est un peu ça dont il est question. Et puis, je rebondirais aussi sur le commentaire de Gino entourant l'école. Moi, j'ai 3 enfants, un d'âge primaire, 2 du secondaire. Et puis, je vous dirais que si on passait collectivement une grosse heure sur la francophonie canadienne, c'est beau. Alors, il y a vraiment un travail de fond à faire, de sensibilisation, de connaissances à passer. On a un rôle de passeur culturel à faire à tous ces enfants qui passent par un cheminement scolaire. Ça, pour moi, collectivement, c'est crucial. Je vais rebondir sur vos propos, en fait, parce que ça me pousse à ma prochaine question. Gino a parlé d'éducation, Marie-Christine, vous venez de parler d'éducation, Vincent nous a parlé du projet LOL, par exemple, et tout à l'heure, vous avez mentionné quelque chose de très important dans notre communauté, qui est le pratico-pratique. Pratico-pratique veut dire quoi? L'anglais est fort. L'attrait de l'anglais est fort face à cette réalité que c'est la langue des affaires, par exemple, dans le cas de Déborah, si je ne me trompe pas. Mais sans pour autant nier l'importance d'apprendre et de chérir les autres langues, comment est-ce qu'on peut insuffler le goût du français chez les jeunes? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut leur donner l'envie à notre relève de se réaliser pleinement, que ce soit de manière personnelle ou de manière professionnelle, en mettant le français au cœur de leur projet? Je vais commencer avec celle-là parce que je pense qu'on dirait qu'elle m'interpelle directement. Ça, c'est une question dont on parle très, très, très souvent et de plus en plus au cours de la dernière année avec l'équipe de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, bien évidemment. Et on s'est posé la question suivante que je partage avec vous, c'est justement comment ça se fait que l'anglais ait autant d'attrait pour les jeunes entrepreneurs. Donc, on a un peu circonscrit la question par rapport aux jeunes entrepreneurs qui démarrent des entreprises dont les noms sont en anglais, dont le site est en anglais, etc., même si tout est fait dans la légalité, à savoir l'enregistrement auprès du registraire est fait en français, etc., mais l'exploitation ou la commercialisation se fait en français. Et je vous dirais, plusieurs éléments sont ressortis, mais les deux principaux sont l'attrait international, l'attrait pour connecter avec d'autres personnes à travers le monde et aussi le fait d'être un peu, se sentir un peu dans une grande équipe globale. Donc, on peut échanger avec des gens à la fois en Amérique latine, en Afrique, en Australie, bref, de faire partie d'une grande équipe, d'une grande famille mondiale. Et ça c'est un intérêt indéniable. Et pourquoi je vous partage ça? Parce que je pense que pour être en mesure de faire en sorte que le français revienne ou reste au cœur des projets personnels et professionnels de nos jeunes aujourd'hui, c'est justement utiliser les mêmes recettes ou les mêmes éléments pour faire en sorte que ce français-là soit encore plus valorisé. On a parlé d'éducation, on a parlé aussi de culture, et je pense qu'au-delà de l'aspect culturel, ce qu'on entend beaucoup, mais peut-être moins ici au pays, c'est la notion de francophonie économique pour faire en sorte qu'on puisse aller au-delà des aspects culturels, du partage de la langue, de faire des activités ensemble, mais qu'on puisse aussi être liés
et être obligé d'être lié, en fait, et de trouver ce lien-là pour faire des affaires, construire des entreprises et faire valoir ces éléments-là qui sont tout autant importants, sinon plus, parce qu'ils viennent chercher véritablement notre ADN, notre identité. Donc, j'ai envie de dire, c'est utiliser la même recette que l'anglais a pu avoir au cours des dernières années pour faire en sorte d'avoir cet attrait-là, parce que je pense que l'aspect tendance est là, mais l'aspect attrait pour l'international est là aussi, et c'est ce qui les incite. Et si on peut utiliser les mêmes façons de faire pour demeurer tout près de cœur de nos jeunes, ça sera aussi le conseil que j'aurai aujourd'hui. Moi, j'aurais tendance à dire que ça passe par des expériences signifiantes en français. Moi, puis je réfléchissais à ça, puis je me disais, mon Dieu, quelle est mon expérience marquante? Puis moi, c'est une expérience au théâtre. Je suis en 95, j'ai 18 ans, et puis je vois Cyrano de Bergerac, mise en scène Alice Ronfort, et là, c'est le coup de foudre total. Coup de foudre total pour la langue, la musicalité de la langue, ce que ça inspire. Et puis là, je suis évidemment complètement pâmée devant Guy Nadon, là, qui joue Cyrano. Et là, je me dis, à partir de ce moment-là, je sors du théâtre, là, un peu... et puis je me dis, moi, je veux travailler en français. Moi, je veux travailler dans le milieu des arts et de la culture. Puis là, je vous épargne le bout où est-ce que je vais passer une audition là, en théâtre puis qui ne va pas se matérialiser dans une carrière professionnelle. Mais non, écoute, mais c'est parce que j'ai complètement fondu devant le panel de gens qui évaluaient l'audition parce qu'il y avait justement Guy Nadon en face de moi. J'ai complètement fondu. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a créé pour moi une occasion vraiment significative en français. Puis ensuite de ça, ça a comme guidé mon cheminement. Donc, je me dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on devrait insuffler à nos jeunes pour aller là où ils sont, sur les plateformes, avec les gens qui les influencent, avec les... puis là, je reprendrai un point, moi aussi, concernant Radio-Canada, notre télédiffuseur national. Puis je me dis, si on va sur une plateforme, puis on me dit que je dois payer, puis que les contenus culturels qui sont là sont disponibles uniquement dans 2 ans, on perd nos jeunes qui voudraient consommer ces produits culturels-là, qui pourraient s'identifier, qui pourraient avoir envie d'écouter en français notre culture. Fait que il y a comme on doit être sensible à offrir ça, puis ça passe par l'école, puis ça passe à l'extérieur de l'école aussi. Ces expériences signifiantes-là en français qui donnent le goût de poursuivre. Moi, j'aimerais renchérir avec ce que Marie-Christine dit. Ce que tu dis, je suis entièrement d'accord. Pour que quelqu'un s'attache à une langue, il faut le toucher avec cette langue-là. Oh, OK, ça peut être très mal interprété ce que je viens de dire, je m'excuse, mais les écoles le font, les écoles l'essayent tellement avec l'animation culturelle, en amenant des spectacles dans les écoles. Et il y a tellement d'efforts et de travail de fait là-dedans, mais on dirait que ça fonctionne quand même pas. Je sais qu'on a tous eu, Marie-Christine, tu l'as eu, je l'ai eu aussi, un moment marquant où on a vécu notre réveil culturel. C'est la preuve que ces initiatives-là fonctionnent. Malheureusement, ça ne fonctionne pas sur tout le monde. Et je sais qu'il y a énormément de choses qui sont faites, mais c'est comme si dans les écoles, parce qu'on parle des jeunes en francophonie canadienne, Yao, tu t'es promené dans plein d'écoles comme moi aussi, ça ne va pas bien nécessairement au niveau français. Et c'est comme si on n'avait pas encore trouvé ce qu'il fallait pour embarquer la majorité des jeunes à vraiment s'accrocher à la langue française. C'est un gros mandat, Vincent. Tu as l'Amérique au sud, tu as l'anglais qui domine l'espace médiatique. Donc, en fait, Déborah, si ça, c'est un sujet qui intéresse la Jeune Chambre de commerce de Montréal, je te dirais que voilà un bel exemple où la francophonie en Québec a beaucoup de connaissances. Des décennies de recherche sur la vitalité de la langue en milieu, je veux dire minoritaire, je sais que ce n'est pas un mot qu'on utilise dans l'espace québécois, mais dans un milieu où les langues sont en contact. Et on sait qu'est-ce qui est l'enjeu. L'enjeu 1, c'est la famille. L'enjeu 2, c'est l'école. L'enjeu 3,
c'est l'espace public, la consommation des médias, de la musique, du cinéma. C'est les trois éléments les plus déterminants. Ensuite, sur les exemples que Marie-Christine et Vincent donnent sur cette identité favorable à la langue, on parle de fierté francophone en milieu minoritaire, bien ça, c'est des moments où on essaie de normaliser l'utilisation du français à Moncton, à Saint-Boniface ou à Vancouver. Donc, c'est des grands chantiers difficiles, là. C'est des changements au niveau de l'identité, de la sécurité linguistique, on en a parlé un peu tantôt. Donc, mais je te dirais qu'il y a beaucoup de connaissances dans la francophonie hors Québec. Donc, voilà un projet où on pourrait développer une relation de travail pour voir comment on va accrocher, comme Marie-Christine dit, ces moments aha-là où la Fédération des jeunes Canadiens français, de la jeunesse canadienne-française travaille sur la construction identitaire, qui est un autre concept très chaud, très important dans les communautés francophones. Donc, je trouve que tu as mis le doigt sur un secteur où on pourrait institutionnaliser, je suis désolé, je reviens avec ce mot-là, de rendre permanent nos rapports entre le Québec et la francophonie canadienne. Yao, si vous permettez, je vais rajouter un élément parce que l'exemple que Marie-Christine a donné m'inspire et m'a plongé dans mes propres souvenirs. Je me dis, mon Dieu, ça a été quoi l'expérience signifiante en français? Puis je pense que Marie-Christine, vous avez totalement raison. Puis moi, sans partager d'expérience, je pense que ce qu'on n'a pas encore nommé, on parle d'éducation, mais on a surtout parlé d'éducation à travers les écoles, mais on n'a pas mentionné les parents. Moi, je suis née, j'ai grandi en Haïti, dans un pays majoritairement, oui, qui parle français, mais qui parle aussi créole. Donc, en fonction du jour, je me considère francophone ou créolophone, bref, mais je suis surtout une francophile. Et je sais que le fait de venir au Québec, d'étudier en français, de travailler en français, d'avoir lancé des entreprises dont les noms étaient en français, ça vient de mes parents, ça vient de leur amour du français, mais surtout de leur apprentissage, à quel point c'était quelque chose de valorisé, de nécessaire et de très, j'ai envie de dire le mot respectueux avec de très grands guillemets, mais à défaut de trouver un autre mot, mais c'est parce que c'était chéri à la maison que je sais que c'est... Donc, il ne faut pas oublier le rôle des parents là-dedans aussi pour insuffler ces moments significatifs. Là, je fais de l'anglicisme francisé, là, mais bref, c'est ces moments qui vont être significatifs dans la vie de nos jeunes également. Mais comment convaincre ces parents-là? Moi, c'est ça ma question. J'ai des voisins franco-ontariens qui n'ont jamais parlé français à leurs enfants et qui les envoient à l'école française. Et, tu sais, c'est un désastre. Je vais initier une petite réponse, Vincent. Je pense qu'on doit le faire à travers la culture. Alors que ce n'est pas mon chapeau aujourd'hui, mais je pense qu'il faut... Mais je pense que vous mettez le doigt dessus dans cette idée, justement, de voir le français, de voir l'idée de créer, d'innover, de produire en français comme étant un avantage, comme étant une force. Et je pense que c'est par là aussi où ça devient intéressant, vos propos. Et Gino a mentionné quelque chose de très vrai avec les Jeux de la francophonie canadienne, qui sont ces Jeux olympiques qui rassemblent des milliers de jeunes francophones de partout à travers le pays, qui réussissent à vivre des expériences particulières, où le rôle de la culture, comme on le voit en Acadie, la politique d'aménagement linguistique et culturel, où on a compris que la culture a un rôle important à jouer dans le transfert de la langue. Donc, je trouve ça très, très intéressant que vous ayez mentionné ça. Ceci étant dit, maintenant, parlons de cette réalité, du fait que les francophones de partout au Canada, comme tous les citoyens d'ailleurs, ont été touchés par la pandémie. Et l'adage dit qu'une grande crise est toutefois l'occasion de se réinventer. Alors, comment est-ce que vous imaginez la solidarité du futur entre les Québécois et les francophones au Canada dans un contexte post-pandémique? Qui veut se lancer en premier? Ben moi, du moment qu'on va un peu ouvrir les frontières, je pense que les échanges, Vincent, je ne vais pas dire toucher, mais je vais parler des contacts entre les communautés francophones. Parce que une chose que j'ai appréciée, Yao, une chose que j'ai appréciée dans le commentaire de Vincent, c'est que je pense des fois, les Québécois qui nous écoutent là, cet après-midi, on pense que les francophones hors Québec idéalisent un peu leur vitalité puis qu'il n'y a pas de problème. Il y en a des problèmes. Et Vincent a raison. La montée de l'identité bilingue, par exemple, versus une identité francophone, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, ça travaille l'identité. Donc, pour une reprise post-pandémique, pour revenir à ta question, moi, honnêtement, je pense qu'on n'a pas explicitement parlé, mais je trouve que ce sommet ici, c'est comme un marqueur intéressant, qu'on s'assoit ensemble, virtuel, et peut-être que c'est un nouveau climat politique, une nouvelle volonté de la part de
nos organismes francophones, la FCFA et les autres, et le gouvernement du Québec, de travailler ensemble pour créer des liens plus forts. Et je pense que ça doit être dans l'action, on l'a dit tantôt, des choses concrètes. En fait, on ne peut pas se permettre de se tourner le dos un à l'autre. Le Québec ne peut pas se tourner le dos aux Acadiens ou aux francophones en Québec et vice-versa. Moi, à Vancouver, si je me tourne le dos au Québec, c'est suicidaire. J'ai besoin de l'énergie de Montréal, de toute la culture qui est produite au Québec pour convaincre mes jeunes. Moi, je recrute, je vois 2000 jeunes dans les écoles secondaires en Colombie-Britannique chaque année et j'essaie de les convaincre de payer de l'argent pour venir à l'université en français. Donc, tous ces questionnements-là, c'est pourquoi en français, qu'est-ce qui est la valeur du français? Je suis en contact avec des parents face-to-face, tous les mois. Donc, moi, je pense que post-pandémie, accentuons les contacts, il faut accentuer les échanges, mais il faut vraiment, je reviens, il faut institutionnaliser ces rapports-là. Ça ne peut pas juste être des sommets ou des colloques ou des projets. Il faut trouver une façon que le modèle de l'ACEF ou même le Centre des francophonies des Amériques, c'est un modèle intéressant, mais qui est les Amériques. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de canadien qui soit vraiment un lieu de partage entre les francophonies canadiennes similaires à cela? En tout cas, les idées ne manquent pas, mais post-pandémie, je pense qu'il va falloir qu'on accentue nos échanges et nos rapports. Moi, je dirais évidemment, le secteur des arts et de la culture a été particulièrement touché par la crise. On a vu que c'est un secteur qui était très, très en difficulté, qui va probablement être le dernier à rembarquer sur les rails là, au lendemain de ces fameux vaccins là, qui se déclinent présentement. Mais je dirais que moi, il y a deux choses deux choses sur lesquelles je pense qu'il y a une solidarité claire du côté de l'écosystème québécois et franco-canadien des arts et de la culture. Le premier, c'est évidemment cette question-là de faire en sorte que nos artistes, nos artisans sur le territoire puissent faire leur métier dans des conditions décentes. Donc ça, c'est clair que la pandémie a mis comme une espèce de projecteur sur le fait que la carrière d'artiste, la carrière d'artisan, c'était des carrières précaires et il fallait s'en occuper de ce fameux filet social-là. Fait que je pense que ça, il y a du travail à faire. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire évidemment plus de création, plus de production, plus d'occasions qu'on a de se rassembler autour de toutes sortes de manifestations culturelles. Puis le deuxième, je dirais que c'est le virage numérique. Moi, le virage numérique qui a été forcé, puis on sait qu'il y a un décalage du côté de la francophonie canadienne si on se compare à nos homologues du Québec là-dessus. Le Québec a investi longtemps du côté du virage numérique, moins du côté francophone. Donc, sur cette question-là, je pense qu'il va falloir trouver ensemble là, des façons intelligentes, des modèles hybrides, parce que ça a pu permettre de décliner toutes sortes de choses à des publics plus larges, de se rencontrer malgré la distance, parce que la distance, elle va pas on va pas régler cette question de distance-là qui nous occupe, là. Et c'est un frein majeur. Puis moi, je pense qu'il faut être ingénieux dans ça. Puis je pense que le numérique est en partie capable de répondre à ça. Pas entièrement, ça ne remplacera jamais un spectacle en personne ou une exposition qu'on voit en vrai, mais je pense qu'il y a là un filon de collabos très précises pour qu'on puisse faire durer ça là, dans le temps. Puis je dirais, moi j'espère que dans 5 ans d'ici, il y aura un espace, là, tantôt Gino, tu disais, faut avoir un espace qui reste dans le temps. J'espère qu'on va avoir un espace de dialogue qui va être maintenu. J'espère que ce qu'on est en train de vivre là va s'étirer dans le temps puis qu'on aura notre incubateur, là, si on veut. Puis ensuite, j'espère que dans 10 ans, on n'entendra plus personne s'étonner qu'il y a des francophones partout au pays. Moi, j'espère que ça sera l'indicateur qu'on aura réussi à faire avancer quelque chose. Je vais poursuivre par rapport à la transformation numérique et ça, c'est une citation que je n'ai pas arrêté de voir, même si je la déteste parce que ça fait ressortir un aspect profiteur, mais il ne faut jamais gaspiller une bonne crise de Churchill. Mais au-delà de ça, au-delà de cette citation-là, il ne faut surtout pas gaspiller, entre guillemets, toute la transformation numérique qui a suivi et qui était nécessaire durant cette pandémie parce qu'il y avait la distance, justement, comme Marie-Christine le dit.
Mais ce qui me frappe dans cette transformation numérique, entre autres, bien évidemment, je fais de la généralisation, c'est qu'on a été connectés, mais on a été connectés à peu près aux mêmes personnes. Donc, on a juste transformé la façon de communiquer avec les personnes avec qui on était déjà en contact. Donc, une façon de se réinventer, justement, c'est peut-être d'introduire, d'initier des contacts numériques jusqu'à ce que le contexte nous permet de faire avec des nouvelles personnes, des nouvelles communautés et aussi changer, même si on ne changera pas totalement nos habitudes, on va se le dire, on va retourner dans une certaine normalité cet automne, mais je pense qu'on doit se réinventer dans la notion de création de liens avec des gens qui sont plus proches de nous et pas seulement à l'international, et des gens qui, je ne sais pas quand je vais dire ça, mais des gens qui nous ressemblent un petit peu plus. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'on a commencé la conversation en disant que la diversité, c'est une richesse, donc ça prend de tout pour faire ce monde-là, mais je pense que dans la réinvention, ça passe également par la création de nouveaux liens avec ces nouveaux moyens de communication qu'on aura établis, qu'on aura testés et qu'on sait qu'ils fonctionnent, donc il faut juste les appliquer ailleurs. Ouais, là-dessus, sur le fait qu'on est juste à côté un de l'autre, qu'on partage une culture quand même, beaucoup de similarités dans nos cultures. Ça me frappait toujours quand j'étais en Acadie ou même maintenant de voir le Québec. Je comprends que le Québec veut s'étendre à la francophonie internationale, mais je me disais, oh, en fait, on est juste à côté. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et je pense que ce sommet ici pourrait être je trouve que le sommet est bien. Tu sais, justement, le guide du participant commence avec la co-création, coproduction. Les francophones en Québec ne cherchent pas d'être sauvés. Les francophones en Québec ne cherchent pas un retour sur le territoire québécois. On cherche à collaborer, on cherche à travailler ensemble, à s'aider au niveau de la culture, de la santé, de l'économie. Donc, je trouve que le ton de ce sommet ici, c'est bien parti. On est vraiment dans l'ordre de la collaboration et de rendre les choses, comme tu disais tantôt, c'est de rendre les choses le plus permanentes possible. On a vraiment besoin l'un de l'autre. On est prêts physiquement, culturellement, on est aussi très prêts. Je ne vois pas d'obstacle s'il y a une volonté politique de le faire et des sous, comme tu disais, Déborah, des ressources. Je pense que c'est prometteur. Voilà. Et toi, Vincent, vu qu'on parle de culture? Oui, bien écoute, Marie-Christine a mis en mots ma pensée. Là. Je pense qu'il ne faut que capitaliser sur tout ce qu'on a découvert au niveau numérique pendant la pandémie. Et pour terminer avec ce que Gino disait, c'est ce que les communautés francophones veulent, c'est se sentir reconnus, se sentir écoutés, pris en considération par le Québec comme faisant partie d'un tout, d'une grande équipe. Et pas des cousins à qui on parle de temps en temps. Nos fameux cousins. J'aime beaucoup cette conversation et en fait, j'aimerais inclure le public en fait dans cette conversation. Je suis sûr que les échanges en ce moment doivent susciter énormément de réactions, vu que personnellement, j'en ai moi-même. Et Diane, j'aimerais en fait te demander de relayer ces questions-là. Oui, avec plaisir, parce qu'elles sont excellentes et on vous écoute avec attention. Hein. Alors, première question ici, on vient sur la vague qui a été lancée au départ à la fois par Marie-Christine et Gino qui parlaient du festival de colloques de projets. Finalement, c'est toujours intéressant, mais on veut quelque chose qui va durer dans le temps. Comment on peut faire pour s'organiser? Et la question allait dans le sens de Gino, qui déplorait un peu la même chose et qui voulait quelque chose qui durait, qui allait mettre au monde des choses, des collaborations dans l'action. Et c'est intéressant parce que, juste comme je m'apprête à poser la question, il y a quelques secondes à peine, Gino revenait encore en disant que c'est important d'avoir une collaboration permanente en santé, en culture, en économie. Et la question suivante est... qu'est-ce qui pourrait être fait à moyen et long terme dans le cadre de la collaboration en éducation? Eh bien oui, compétences provinciales, vous me direz, mais quand même, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait? Beaucoup, en fait, je vais y aller, je suis dans ce domaine-là, je fais la faculté d'éducation ici. Les enseignants en Colombie-Britannique me disent, j'ai pas de matériel pédagogique en français. Les enseignants en Colombie-Britannique me disent, je me sens isolé parce que je suis dans une école d'immersion en milieu rural, j'ai besoin d'être réseauté avec d'autres enseignants francophones. Donc, je pense que le Québec, il produit du matériel pédagogique en français. Il faudra l'adapter. On ne va pas prendre les manuels québécois puis les amener à Saint-Boniface ou à Moncton, mais je pense que là-dessus,
là-dessus, les facultés d'éducation collaborent quand même. Mais je trouve au niveau de la société civile, au niveau de nos institutions, les conseils scolaires francophones, il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Vous savez, en santé, Déborah, tu donnais des bons exemples de choses qui existent. Vincent, ton programme LOL sur la frontière à Gatineau, Ottawa. En Acadie, tous les médecins sont formés à l'Université de Sherbrooke. Ça fait des décennies que l'Acadie a signé une entente avec le gouvernement du Québec et on n'a pas d'école de médecine en Acadie, donc on va se former à Sherbrooke. On revient faire nos stages en Acadie parce qu'on veut que les Acadiens reviennent, on veut qu'ils pratiquent leur métier en Acadie. Donc, il y a plein de modèles à succès. C'est juste question vraiment de les amplifier. Et dans le domaine de l'éducation, je pense que tout est à faire, effectivement, même si c'est une juridiction provinciale. Mm-hmm. En fait, je pense que je vais poursuivre tout de suite avec la prochaine question qui va... Parce qu'on parle vraiment des systèmes établis, organisés. Maintenant, il y a quelque chose de différent qui nous amène à la société civile où la philanthropie peut s'exprimer de différentes façons. On dit ici, devrions-nous accroître la philanthropie privée afin de compléter ce qu'offrent les provinces, les territoires et le fédéral? La personne ici dit, je sais que la philanthropie est très forte chez les anglophones et chez certaines communautés ou certaines communautés minoritaires. Bien, il y a un très bel exemple ici à Ottawa. Un homme d'affaires, Gilles Desjardins, qui travaille beaucoup en construction du côté du Québec, je pense. Il est québécois, mais il a donné 1 million de dollars à la Nouvelle Scène, qui est le centre de théâtre francophone ici à Ottawa. Donc ça, selon moi, c'est un parfait exemple d'argent privé pour le secteur culturel, pour la francophonie hors Québec. Est-ce que vous avez d'autres exemples ou des éléments qui vous ont frappé, chacun dans vos communautés? J'ai essayé de répondre à cette question-là. Je n'ai pas d'exemple en tête. Je réfléchis, mais je me rappelle juste de données que j'avais lues et qui m'avaient un petit peu frappée par rapport justement à la francophonie, la philanthropie, pardon, chez les francophones versus chez les anglophones. Et à quel point, effectivement, oui, les anglophones donnaient plus en argent, mais les francophones donnaient plus en nature, on va dire ça comme ça. Sans garder en toute légalité, hein? Mais donnaient beaucoup plus de leur temps. Non, ça, c'est beaucoup plus politique. Vincent, là, tu nous as... On ne touche pas avec la langue, non? Tu nous as contaminés depuis ce matin, bref. Et pour revenir avec la notion de valorisation que je disais, oui, c'est sûr que ça prend des sous, ça prend différents moyens de financer des initiatives. La philanthropie en est. Mais il ne faut pas minimiser l'apport du temps, de l'énergie et d'autres façons de donner et de faire de la philanthropie. Puis je pense qu'on a malheureusement été trop habitués à valoriser l'unique modèle de philanthropie en monnaie sonnante et moins reconnaître l'apport de cette philanthropie en termes de temps, d'énergie et autres, parce que c'est également ce qui fait avancer plusieurs dossiers, plusieurs causes, plusieurs organismes. Je veux dire, juste pendant la pandémie, des personnes se sont mobilisées pour redonner des repas, pour être sur place, pour accompagner des gens. S'il n'y a pas ça, le modèle ne fonctionne pas non plus. Donc, je pense qu'on doit effectivement changer notre perspective pour valoriser cet aspect sans uniquement voir qu'il n'y a que la francophonie anglophone qui fonctionne. Ça, ce n'est pas vrai. Il me vient, moi, en tout cas, des modèles dans l'Ouest, si la francophonie a pu se maintenir, a pu survivre. On parle de philanthropie privée, mais dans le temps, il n'y a pas si longtemps, si ça existait, si des écoles ont pu se constituer jusqu'à un certain moment, c'est parce que c'était des parents qui ont travaillé ensemble à tenter, à lutter pour qu'au moins une école naisse, des services communautaires pour les jeunes, des sports, des activités sportives. Ce n'est pas de la philanthropie comme telle organisée, mais c'est cette espèce de modèle où chacun donne un peu de soi pour que grandisse la communauté francophone était déjà présent à ce moment-là. Alors, ça peut prendre différentes formes, j'imagine. Tu as raison, ça a toujours été, excuse-moi Déborah, ça a toujours été les congrégations religieuses, les parents avec du bénévolat qui ont développé tout l'espace éducationnel, les caisses populaires, le mouvement des caisses populaires qui s'est institutionnalisé par la suite. C'est sûr qu'il y a des francophones qui ont des moyens économiques. Les francophones, Statistique Canada nous dit que les francophones en milieu urbain sont plus riches que la moyenne des habitants de ces milieux urbains-là, Edmonton, etc. Mais en milieu rural, et je peux parler pour l'Acadie, tu sais, des millionnaires en Acadie, il y en a, mais on est vraiment à une première génération de réflexion de philanthropie. Je parlerai pour l'Acadie, je la connais mieux.
Donc, Ah, c'est vraiment Irving, il n'y en a pas beaucoup, Gino. C'est ça. Wilfrid McCain, c'est les grandes familles riches de l'Atlantique. Donc, oui, je ne ferme pas la porte à cela, mais c'est sûr qu'on est juste dans une première génération qui a un diplôme universitaire, on va se le dire. Puis ensuite, première génération qui a vraiment bâti des ressources, une capacité financière. J'ai une autre question maintenant ça va être intéressant de vous entendre réfléchir là-dessus parce que c'est vraiment une question un peu plus de fond. À la Fédération de la jeunesse canadienne française, les jeunes tentent de mettre de côté le terme francophile. On l'a utilisé tantôt, ce terme-là. On tente de le mettre de côté, ce terme-là, francophile, puisqu'il semble divisif à leurs yeux. Ils souhaitent plutôt identifier les jeunes d'expression française. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion? Ah, c'est complexe. Moi, j'ai pas de réponse, mais je trouve que c'est un débat complexe. Le terme francophone est rendu indéfinissable. Qu'est-ce qu'un francophone? On parle justement des gens d'expression française. Je sais que les franco-manitobains, maintenant, ça inclut tous ceux qui parlent français, je crois, tous ceux qui peuvent s'exprimer en français. Sans nécessairement être de racines francophones. Quand on est issu de l'immigration et qu'on parle plusieurs langues, mais qu'on parle français, on fait partie de la communauté francophone. Donc, et c'est parfait, c'est ça qu'on veut, mais le terme de francophone est rendu extrêmement difficile à définir et je ne sais plus si on a besoin d'avoir une définition précise et claire. À la base, n'importe qui veut participer à notre communauté, on va l'accueillir à bras ouverts. Ah, même si les francophiles, la discussion était sur le terme francophile aussi, on peut ne pas être natif, ne pas être francophone de naissance, mais tellement aimer cette langue que de se déclarer francophile. Mais pour certaines personnes aussi, c'est un terme... Je vous écoute, oui, Déborah. Oui, j'ai tellement pas de réponse et même, je dois avouer, je n'étais pas au courant de ce débat. Donc là, je vais vraiment concevoir une réponse à brûle pour point. Je trouve, et oui, je représente la jeune chambre, mais je suis très, très vieux jeu. Moi, je le reconnais. Et moi, j'aime le sens, je préfère me rapprocher du sens étymologique des termes. Et pour moi, francophile, je le revendique. C'est moi qui l'ai mentionné tout à l'heure. Et ce que j'apprécie dans ce terme-là, même si, oui, je disais que je suis née en Haïti, des personnes, on parle français, donc oui, je suis francophone, si je corresponds à la définition que Vincent pense peut-être qui est moins contemporaine aujourd'hui. Mais l'aspect d'aimer le français et vouloir fonctionner en français, moi, je pense que c'est important. Et je n'adhère pas pour ces raisons-là à une notion d'expression française qui, pour moi, renvoie trop au pays, à la France, alors que moi, ce n'est pas ce que je revendique, une proximité à la France, mais plus un partage culturel, un partage de liens avec des gens qui ont les mêmes références culturelles, les Guinadons ou autres de ce monde. Donc, moi, c'est beaucoup plus là où je tracerai la ligne et que j'irai beaucoup plus dans un groupe francophile que dans un groupe d'expression française. Ça, c'est clair. Il y a plusieurs pièges. Il y a plusieurs pièges à ce débat-là. Moi, j'accorde beaucoup d'importance au dossier sur lequel se penchent les jeunes de la Fédération de la jeunesse canadienne française. Donc, c'est une question importante. Ceci étant dit, ma définition, et l'Acadie se pose cette question-là tout le temps. Je veux dire, pour le Québec, c'est le territoire québécois. Il y a la nation québécoise. C'est un débat en tant que tel. Est-ce que je participe au projet de la nation? Mais il y a aussi le territoire et le gouvernement. Pour les Acadiens, il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas vraiment de territoire. Donc, la définition que moi, j'aimais beaucoup, et c'est exactement ce que Déborah vient de dire, qui est Acadien? C'est la personne qui participe au projet de vivre en français au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'île du Prince-Édouard. Point. Il n'y a pas d'ethnicité, il n'y a pas de lien sanguin, c'est pas parce que tu es un Leblanc comme moi. C'est un projet de vivre en français. Et moi, je ne trouve pas que c'est pas réducteur. Je trouve pas que c'est réducteur. Je trouve que ça fait partie de notre vision moderne de la francophonie au Canada. Il y a quelque chose que je trouve intéressant aussi dans vos propos parce que vous vous rejoignez. Et ma question pour vous, ce serait comment est-ce qu'on rejoint les ponts? Parce que là, on parle d'identité francophone, on parle de pouvoir cadrer un peu cela dans une boîte. Si on prend, par exemple, le recensement,
et qu'on dit combien de personnes se reconnaissent comme étant francophones ou francophiles et comment ça vient jouer dans les chiffres aussi. Parce qu'en tant que communauté francophone en situation minoritaire qui veut justifier, par exemple, du financement pour pérenniser ces institutions, comment est-ce qu'on réussit à démontrer à travers cette définition-là et justifier ces investissements-là auprès de nos bailleurs de fonds, gouvernements ou même de nos partenaires de la société civile? Ben, même que la FO... Excuse-moi, Marie-Christine, vas-y. Non, vas-y, Vincent, je poursuivrai. La FO, qui est l'Assemblée de la francophonie en Ontario, est même en train de sortir un nouveau total de franco-ontariens. Avant, on parlait de 600 000 franco-ontariens, mais la FO est en train de parler de 700 000 franco-ontariens parce qu'ils incluent maintenant le parent francophile, si on veut accepter l'expression, au sein d'une famille francophone parce qu'il pourrait peut-être, lui, demander des services en français ou avoir un lien avec un service francophone. Donc, encore une fois, ça retourne à la définition de francophone ou comment qu'on veut se le définir pour justement aller chercher les subventions, les argents. Avec le recensement, on a rajouté des questions cette année pour les écoles. Gino, tu pourras en parler plus, pour demander quel parent a été éduqué en français pour savoir où sont les ayants droit. Donc, c'est le merveilleux monde des statistiques, je crois. C'est le merveilleux monde des statistiques qui donne accès à du financement ou qui justifie l'offre de service ou qui... Et puis, c'est là qu'on essaie de compartimenter, d'inclure le plus possible. En tout cas, tu sais, il y a toutes sortes d'impacts à ça. Puis il y a un impact aussi quand on arrive pour mesurer les effets, tu sais, mesurer les effets du financement. Là, tout à coup, on se regarde puis on se dit, OK, ben vous représentez 3 % de la population, donc vous êtes à peu près à 3 % de notre enveloppe de financement ici, donc c'est correct. Alors, il y a toutes sortes d'implications à ce monde de statistiques-là dont tu fais mention, Vincent, je dirais, dans notre capacité d'obtenir du financement, mais aussi dans la capacité de faire du vrai progrès et du vrai développement au-delà du portrait statique présent d'une population là, qui n'est pas nécessairement je dirais, englobante suffisamment parce que nos milieux, ils sont, comme je disais dès le départ, ils sont pluriels, ils sont multifacettes, multi-bagages culturels, multi pas mal de choses. Et puis, le portrait statistique, ça nous ramène à quelque chose d'assez carré qui rend pas justice. Parfois. J'aime beaucoup cette conversation et je pense que c'est un peu le nerf de l'enjeu lorsqu'on regarde vers le futur. Et j'espère que dans les différents ateliers, on aura la chance d'en parler. Et je prends l'exemple de jeunes que j'ai rencontrés qui disent ouvertement « Écoute, je vais à l'école en français, je travaille en anglais et à la maison, je parle espagnol. Donc, est-ce que je peux me dire que je suis francophone ?» Point d'interrogation. Merveilleuse discussion, mais malheureusement, c'est déjà la fin. Et j'aimerais vous dire un gros merci, chers panélistes, à M. Gino Leblanc, Mme Déborah Cherenfant, M. Vincent Poirier et Mme Marie-Christine Morin. J'espère que vous avez apprécié ce panel vous-même et chers participants aussi et que ça a su susciter en vous quelques réflexions et idées. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Et c'est aussi la conclusion de cette toute première journée du sommet pour le rapprochement des francophonies canadiennes. De lundi à mercredi, un grand nombre d'intervenants ont été invités à des ateliers de co-construction. Pourquoi co-construction? Parce que chaque personne, pour l'organisation qu'elle représente, sera appelée à s'exprimer, à apporter son point de vue et à s'engager à mener des actions concrètes de rapprochement entre le Québec et les francophonies canadiennes. Alors que ce soit sur le thème de se divertir en français et faire rayonner la culture francophone, sur le monde des affaires, l'éducation, grandir et s'épanouir en français, innover et créer de nouveaux savoirs ou tout simplement vivre, communiquer et s'informer en français, rien ne sera laissé au hasard. Et quant à nous, nous serons de retour à l'animation, Diane et moi-même, de la cérémonie de clôture qui aura lieu le 17 juin à 15h.
Et comme l'a mentionné la ministre Lebel lors de son allocution plus tôt, nous aurons l'honneur d'accueillir le premier ministre du Québec, François Legault, lors de cette activité. Alors, nous espérons vraiment que vous serez des nôtres pour une cérémonie haute en couleurs et un spectacle, attention, exclusif juste pour vous, présenté par l'émission Belle et Bomme. Alors, merci à tous ceux et celles qui ont participé à cette cérémonie d'ouverture. Et au nom de toute l'équipe organisatrice, au Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes et à la Fédération canadienne des communautés francophones et acadiennes, nous vous souhaitons un agréable sommet. Au revoir.